Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans 100% Jeunesse, l'émission qui donne la parole à la jeunesse. C'est une tradition, voire même un grand classique auquel on ne peut pas y déroger. C'est donc tout naturellement que je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2021, qu'elle soit meilleure que celle qu'on vient de quitter. Voici sans plus tarder le sommaire de ces 26 prochaines minutes. Ils sont épuisés et tirent la sonnette d'alarme. Mobilisés depuis le début de la crise sanitaire, les étudiants en soins infirmiers sont inquiets pour leur formation. La présidente de la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers, Bleunay Lahaute, est avec nous en plateau. Elle est accompagnée de Divine, étudiante en soins infirmiers en Moselle. Le service EasyLink est une plateforme en ligne qui vous permet d'être mis en relation avec une personne éprouvant des difficultés communes aux vôtres. Rien de mieux pour les surmonter. À la tête de ce projet, deux jeunes, dont Jawad, présent avec nous. Il nous en fera justement la promotion. Et on finira cette émission tout en musique avec Amélia, collégienne et chanteuse à l'avenir bien tracée, découverte dernièrement dans N'oubliez pas les paroles spéciales enfants chez Nagui. Et vous le voyez déjà, son sourire en dit déjà bien long sur son parcours déjà bien tracé. Installez-vous confortablement, prenez place. 100% jeunesse, ça commence maintenant. Bonjour à vous quatre, vous allez bien? Ça va? Bonne année 2021 à vous. Merci. Vous êtes d'attaque? Ouais. Totalement. On repart pour une nouvelle année. Alors c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, mais avoir 20 ans en 2020, c'était pas facile. Avoir 21 ans en 2021, est-ce plus facile? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, la précarité étudiante ne fait malheureusement qu'accroître. Les étudiants concernés, il y en a beaucoup. Et parmi eux, les étudiants en soins infirmiers, mobilisés, comme je vous le dis dans le sommaire, depuis le début de la crise sanitaire. Ils redoutent d'obtenir un diplôme au rabais et déplorent justement un manque de reconnaissance pour leur implication. C'est justement pour ces raisons, Bleuet, que vous vous mobilisez sur le territoire en tant que présidente de la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers. Oui, en effet, les étudiants en soins infirmiers sont mobilisés depuis la première vague. Ils ont été mobilisés à 85% sur cette première vague. On n'a pas encore de chiffres pour la deuxième vague, mais quand on les voit, on sait qu'ils seront sûrement plus importants, avec parfois même des interruptions de formation qui ont été faites lors de cette seconde vague, où on a clairement mis entre parenthèses nos études. On est allé faire du renfort aide-soignant. Alors oui, c'était important sur le moment parce qu'il manquait d'aides-soignants, mais comment on va faire quand on ne sera pas en capacité d'être des infirmiers qualifiés? Parce que clairement, là, ça va bientôt faire un an et depuis un an, on a nos études qui sont mises entre parenthèses. Alors Divine, vous êtes étudiante en deuxième année de soins infirmiers. Vous avez été mobilisée depuis le début de la crise sanitaire, le premier confinement, le second confinement. Racontez-nous rapidement un peu cette période, ce que vous avez vécu finalement. Ça en fait beaucoup. Pour la première vague, j'ai été mobilisée dans un service de rééducation. Donc là, je n'étais qu'en première année, deuxième stage, je n'étais pas encore aide-soignante. Donc j'ai fait du travail d'aide-soignante quand même. J'ai aidé l'équipe. Enfin, on était plusieurs étudiants sur le terrain. Ça a été très compliqué. Il y avait beaucoup de tensions parce que c'était nouveau pour tout le monde, cette pandémie. Que ce soit pour les collègues, pour le service, pour les administrations, pour la direction, pour l'ARS. Ça a été très très compliqué à gérer tout ça. On a eu beaucoup de pression, beaucoup de craquage. J'ai beaucoup pleuré, douté de si je voulais continuer ou pas la formation. Voilà, actuellement, je suis dans un service de pneumologie. J'ai eu ma première année, donc mon diplôme d'aide-soignante. Donc actuellement, je suis depuis, alors je ne peux plus vous dire les dates exactes, depuis fin d'année jusque maintenant, je suis aide-soignante. Voilà. Et vous me le disiez tout à l'heure en off que vous avez dû vous mettre finalement au même niveau qu'un autre personnel de santé, lui qualifié. Oui, tout à fait. Alors, moi, je sors d'un bac. Donc moi, je suis vous avez 19 ans, on peut le dire. Oui, j'ai 19 ans. Oh. Donc oui, je sors d'un bac, je suis encore dans l'esprit études, qui est devenu un peu plus professionnel vu que j'ai les stages. Puis là, on m'a mis directement en tant qu'aide-soignante. Il n'y a pas eu de passerelle, il n'y a pas eu d'attente d'adaptation. On m'a dit, tu es une professionnelle de santé. La situation que nous raconte Divine, je présume que c'est la même situation pour des milliers d'autres, finalement, d'étudiants en soins infirmiers, malheureusement.
Bah oui, malheureusement, c'est des étudiants qui s'étaient engagés dans une formation, alors certes professionnalisante. On a autant de stages que de théorie à l'IFSI, donc nos instituts de formation. Et en fait, ils se retrouvent en stage à faire faisant fonction aide-soignant. Alors oui, ça fait partie de notre métier aussi, ce rôle d'aide-soignant. Mais à un moment donné, on ne fait aucun soins infirmiers. C'est des jeunes, parce qu'on est quand même une population très jeune chez les étudiants en soins infirmiers, qui se retrouvent confrontés à des choses très compliquées, à la vie. Alors oui, tous les soignants, c'est très compliqué, mais là, c'est des jeunes qui ne sont pas accompagnés, qui n'ont pas d'accompagnement extérieur et qui se retrouvent dans la vie et à travailler. Et ils travaillent comme les soignants, mais alors au niveau de l'indemnité, ça reste très compliqué parce que c'est des étudiants qui sont clairement pas reconnus. Enfin, ils servent juste à faire des petites mains. Ça s'arrête là, leur reconnaissance s'arrête là. On va en parler aussi, ce mal-être de la reconnaissance que jugent beaucoup d'étudiants en soins infirmiers. Vous, Divine, est-ce que vous vous sentez encore étudiante à aujourd'hui, hein? Moi, je me sens perdue. Je vous l'ai dit, je ne sais pas si je suis professionnelle de santé, si je suis aide-soignante, si je suis étudiante ou si même je suis encore étudiante. Au niveau de l'identité professionnelle, il y a un trou total. C'est la même situation pour vos collègues. À vous, oui, qu'est-ce qu'ils en pensent oui. également vos... Ils sont autant perdus que moi, ils sont autant désarmés que moi, autant démunis que moi. Voilà. C'est extrêmement compliqué de se créer une identité professionnelle et de se développer dans ce contexte sanitaire. Bleuhen, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un sentiment finalement d'abandon des pouvoirs publics envers ces étudiants? Ah bah c'est clairement ça. Alors ils se souviennent de nous quand il faut nous rappeler, quand les ARS nous appellent et imposent ça aux IFSI, parce que les IFSI, il faut aussi quand même se dire, ils subissent aussi un peu les choses. Les IFSI, ils n'ont pas le choix, ils se retrouvent devant le fait accompli. Et là, à part se souvenir de nous qu'on est très nombreux, parce qu'on est quand même 96 000 en France, donc c'est énorme, sans nous, la crise, elle se serait encore plus mal passée que ce qui... Et ça, il faut le reconnaître. Et les étudiants, en fait, ils ne savent plus ce qu'ils sont, ils sont démunis, ils sont oubliés. Quand il s'agit de reconnaissance, alors oui, on a des merci de M. Véran, de M. Macron, mais en fait, les merci, ça ne suffit pas à un moment donné, parce que s'ils veulent, parce qu'on est quand même des futurs soignants, s'ils veulent qu'on reste soignants, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des actions concrètes qui soient mises en place de leur côté, chose qui, pour le moment, n'est absolument pas faite. Alors, selon vous, 31,3% des étudiants en sciences infirmières prennent des anxiolytiques. Alors, rapidement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des anxiolytiques, ça permet d'éviter les troubles de la mémoire et de la somnolence. Est-ce que ce chiffre 31,3% était davantage moins élevé qu'avant la crise sanitaire? Ah, c'est sûr et certain que ce chiffre a été augmenté avec la crise sanitaire, et ce chiffre, il date de mai dernier. Je préfère même pas imaginer le chiffre qu'il serait actuellement si on refaisait une enquête, parce qu'en mai dernier, les étudiants, ils sortaient tout juste de la crise, ils avaient encore un peu l'adrénaline de on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on l'a fait parce qu'on n'avait pas le choix. Et après, il s'est passé tout l'été où la pression est redescendue, ils ont commencé à avoir des grosses angoisses, et puis alors maintenant, la deuxième vague, ça a été l'apothéose, parce que c'est passé... Enfin, on peut pas laisser le bénéfice de c'était la première fois comme la première vague. Là, on savait comment ça allait se passer. Il s'est passé. Il n'y a rien eu de fait en plus que sur la première vague. Et c'est ça qu'on déplore aujourd'hui. Moralement, comment se sentent-ils ces étudiants en soins infirmiers? Vous, Divine, moralement, est-ce que ça va? Vu ma tête. Je suis tombée actuellement dans un service. Je dis tombée parce qu'on m'a déplacée de stage. Enfin, de stage, j'étais en stage. On m'a mis après directement en service de pneumologie. Je suis tombée sur un bon service avec une équipe qui est très pédagogue, qui sont à l'écoute, bienveillants. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai des collègues qui n'ont pas cette chance-là et qui sont encore plus mal mentalement. Voilà. Est-ce qu'il y a un accompagnement dans ces situations-là? Parce que c'est une crise sanitaire qu'on vit forcément pas très joyeuse. Est-ce qu'il y a un accompagnement pour ces étudiants qui sortent d'un système scolaire, qui viennent d'avoir le bac l'année dernière, qui se retrouvent dans des services de réanimation, en EHPAD, confrontés à une crise sanitaire? Est-ce qu'il y a un accompagnement de ces étudiants? Alors en théorie, mais on n'est pas des étudiants pleinement universitaires, donc en fait on n'a pas tout cet accompagnement-là. Souvent on est soit trop nombreux, soit trop loin, c'est très compliqué. Alors il y a un super programme qui est mis en place depuis 2017, c'est le Centre national d'appui, qui pourrait mettre en place un accompagnement, mais pour ça en fait il faudrait qu'il y ait un budget qui soit développé et qui lui soit dédié par l'État.
Et quand on voit que en fait, il y a ça qui est mis en place par l'État et que des ARS, donc l'État, c'est l'État, les ARS, font de la publicité pour des associations privées, on se pose à un moment donné la question de où est la priorité de l'État. Ils ont potentiellement un service qui pourrait faire des merveilles et des miracles, j'en suis persuadée, de ce Centre national d'appui, mais quand il n'y a pas de financement pour ça, ça va être compliqué pour eux de se développer derrière, parce que mine de rien, l'argent, ça fait beaucoup. Alors vous étiez justement sur le terrain pour revendiquer les droits des étudiants en soins infirmiers. Le 10 décembre dernier, vous manifestez devant le ministère de la Santé. Vous avez rencontré à plusieurs reprises Olivier Véran, le ministre de la Santé, son conseiller Philippe Morat. Vous avez évoqué un tas de sujets et parmi ces sujets, il y avait les indemnités de stage. Alors vous allez peut-être me dire que s'il s'agit ou pas d'une bonne nouvelle, mais depuis le 1er janvier 2021, l'indemnité des stages pour les étudiants en soins infirmiers a augmenté pour tous les étudiants. On va quand même le dire, de 28 à 36 euros par semaine en première année, de 38 à 46 euros en deuxième année et de 50 à 60 euros en troisième année, ce qui représente finalement un taux horaire augmenté de 20 centimes. Est-ce une bonne nouvelle, Bleuhen ? Voilà. Du coup, cet engagement du gouvernement, c'est l'un des engagements qui avait été pris lors du Ségur de la santé, qui avait fait beaucoup parler fin de printemps et début d'été dernier. Nous, on n'était clairement pas d'accord parce que quand on sait que dans l'enseignement supérieur, les étudiants sont à 3,90 €, ils sont payés 3,90 € de l'heure et que nous, en fait, les premières années, là, actuellement, sont payées 1 € de l'heure. Il y a quand même un problème, 3,90 €, 1 € de l'heure. Donc oui, c'est un début, mais c'est un début qui est... En fait, c'est risible. À un moment donné, c'est un manque de respect envers les étudiantes. C'est de nous dire, bah, écoutez, vous avez été augmenté de 20 centimes, vous pouvez... Enfin, en gros, c'est bon, on a augmenté de 20 centimes, mais moi, je trouve ça... Vous avez été entendu, on peut le dire. Non. Parce que 20 centimes, pour moi, c'est juste... c'est se moquer de nous. C'est se moquer de nous ouvertement en disant bah, écoutez, vous avez aidé. Ils savent pertinemment que sans nous, ça aurait pas été la même chose à la crise. Ils auraient été ça aurait été très compliqué. Et là, nous augmenter de 20 centimes, ils auraient presque mieux fait. Enfin, je comprends pas je comprends pas l'intérêt de nous augmenter de 20 centimes. C'est Divine, cette augmentation, elle ouvre peut-être l'espoir en disant qu'il y a de l'espoir et qu'on peut peut-être être écouté. L'espoir coûte 20 centimes. On se pose la question. Voilà. On nous demande d'avoir des compétences d'aide-soignant alors qu'on nous paye comme des aides-soignants. Je ne me lève pas le matin pour le salaire que j'ai. Je me lève parce que j'aime le travail que je fais. Mais qui, ici, sur ce plateau, se lèverait pour 1,40 €, c'est ça ? Ouais. De l'heure. Alors, soit la formation n'est pas du tout indemnisée, soit il faut faire les efforts pour. Qu'est-ce que vous attendez concrètement ? Nous, on attend à ce que les étudiants, en termes d'indemnité, que les indemnités soient rehaussées, qu'on soit, comme dans les étudiants dans l'enseignement supérieur, qu'on soit indemnisé 3,90 € de l'heure. Parce que, mine de rien, si on veut gagner... Nous, le but, je suis persuadée, c'est des belles études, c'est un beau métier, le métier d'infirmier. Mais ça passe aussi par une certaine reconnaissance financière. Et il y a dans un premier temps cette reconnaissance financière qui n'est pas là. Et il y a aussi le bien-être. Et le bien-être des étudiants qui, comme on en a parlé tout à l'heure, n'est absolument pas pris en compte. Là, si ça continue comme ça, actuellement, on est la première formation demandée sur Parcoursup. Moi, je me demande combien de temps ça va rester parce que ça ne donne pas du tout envie de rester étudiant en soins infirmiers. Ça ne donne pas envie de rester infirmier. Moi, je suis persuadée qu'après cette grave crise sanitaire, on va avoir un gros problème de santé publique dans 5 ans parce qu'il n'y aura plus d'infirmiers. On va parler aussi d'un autre sujet, d'une crainte aussi importante, c'est celle des étudiants envers justement leur formation. Les IFSI, les instituts de formation en soins infirmiers, ils ont été fermés, ils le sont toujours actuellement. Racontez-nous, vous Divine, vos derniers mois de formation. Elles étaient un peu spéciales. Alors déjà, on se voit, on n'avait pas de masque. On se revoit, on a tous des masques. Alors ça a été très, très compliqué. Donc c'était il y a longtemps que vous ayez vu vos camarades ? Oui, c'était il y a longtemps. D'accord, ok. Il me manque un peu. Mais les cours étaient en demi-promo. Les formateurs étaient débordés par le travail. C'était vraiment une ambiance, j'ai pas d'autre mot spécial.
très spécial. On devait suivre, pour respecter les distanciations sociales, l'hygiène, des parcours dans l'IFSI, on changeait de bâtiment. Vous savez comment ça va s'organiser d'ici les prochaines semaines? Vous avez des nouvelles de vos IFSI? J'ai pas de nouvelles. J'ai pas de nouvelles. Après, c'est pas à cause des formateurs, c'est pas à cause des IFSI, ça vient tout en haut. Tout le monde a les infos au compte-gouttes. Voilà. Alors, on parle de tout en haut. Quelle serait justement la raison de ce souci d'organisation dans les IFSI, peut-être? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi ces étudiants sont délaissés de leur formation, on peut le dire? Alors, c'est assez simple comme problème, c'est que les étudiants en soins infirmiers, on n'est pas étudiants dans l'enseignement supérieur, on a un peu un blanc au niveau législatif, on n'existe pas vraiment. Et du coup, vu qu'on n'existe pas vraiment, les arrêtés ne nous concernent pas vraiment. Donc tout le monde est au courant qu'on n'existe pas vraiment législativement, que c'est un gros flou et un flou qui est plus ou moins laissé quand même volontairement sur ce que sont les étudiants en soins infirmiers. Et du coup, les arrêtés, quand ils sortent sur l'organisation de comment doit se repasser l'ouverture des instituts en soins infirmiers, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Alors, c'est important de le souligner également que les IFSI sont, on va dire, menés par les ARS, les agences régionales de santé. Finalement, ce ne serait pas à ce niveau-là qu'il y aurait un blocage. Ils sont peut-être finalement un peu occupés par la crise sanitaire et délaisseraient leurs étudiants. Oui, mais les étudiants, c'est quand même l'avenir du système de santé. Et les ARS, c'est le ministère de la Santé. Tout va ensemble. Donc, à un moment donné, on vante de notre système de santé que le ministère qu'il assume jusqu'au bout, qu'on a un beau système de santé, mais qu'ils n'oublient pas les étudiants, quoi. Alors, pour conclure, si on devait résumer rapidement la situation à l'heure à laquelle nous enregistrons cette émission concernant les étudiants en soins infirmiers, quel serait justement le bilan qu'on pourrait dire? Je voudrais juste revenir très brièvement sur le soutien psychologique. Moi, je remercierais nos formateurs qui sont là. Voilà, comme je vous l'ai dit, on les oublie dans la crise. Ils sont autant submergés par le travail, autant perdus que nous, et ils sont un soutien essentiel. C'est nos coachs pour les futurs professionnels qu'on est. Donc voilà, moi, je voudrais... Bleuhen, très rapidement pour conclure, quelles seraient réellement les choses à peut-être changer, améliorer pour les prochains mois et pour, on va dire, donner plus de reconnaissance à ces étudiants en soins infirmiers? Très rapidement. Il faut venir protéger les étudiants et la formation pour qu'on ait une formation de qualité pour devenir des professionnels qualifiés. Merci en tout cas à vous deux et on espère sincèrement que la situation va pouvoir se libérer et que vous allez pouvoir suivre correctement votre formation. On le sait, c'est un moment très très compliqué. Merci infiniment à vous. Et avant de refermer ce volet des étudiants en soins infirmiers, il était important pour nous de vous souligner que nous avions contacté l'Agence régionale de santé du Grand Est à plusieurs reprises, mais que celle-ci n'a pas souhaité donner suite à nos demandes d'interview. C'est pourquoi une seule parole s'exprime aujourd'hui sur ce plateau. Allez, c'est sans transition, on va parler d'un tout autre sujet, mais tout autant intéressant et tout autant, surtout, sérieux. Pendant le confinement, il y a un projet qui est né, c'est le service EasyLink et on en parle tout de suite avec Jawad. Bonjour Jawad, ça va? Alors, tu vas nous parler du projet EasyLink. C'est une plateforme en ligne, comme je le disais dans le sommaire, qui permet de mettre en relation des personnes ayant des difficultés communes pour justement trouver des solutions et pour arranger la situation. Alors, tu n'es pas tout seul dans ce projet. Il y a également ton camarade Paul qui est en 2e année de psychologie. Toi, tu es en 1re année de LEA. Comment est né finalement ce projet? Est-ce que c'est de vos expériences à vous personnelles qui vous ont permis de mettre aujourd'hui sur pied ce projet? Concrètement, oui, c'est des expériences personnelles parce que le premier confinement a été difficile donc pour tout le monde. En particulier moi qui étais entre guillemets bloqué chez ma grand-mère et c'était vraiment tu sors pas quoi. Et donc je reçois un coup de téléphone un jour de mes journées totalement ennuyantes et Paul m'appelle justement et il me dit ça te dit pas de créer une plateforme entre guillemets. D'abord il ressentait les choses, il se dit voilà il y a un besoin de se faire épauler en fait par des personnes qui sont déjà passées par d'anciens problèmes et on en a discuté. On en a discuté et est né le projet. On a pris des feuilles chacun de son côté vu qu'on était à distance. On s'appelait souvent, on faisait des visioconférences et voilà. De là est né le projet pendant le confinement. Alors moi j'ai rapidement synthétisé le projet. Est-ce qu'en quelques mots tu arriverais un peu à nous le schématiser pour qu'on puisse un peu comprendre comment que ça fonctionne finalement, parce que c'est en ligne, c'est du numérique, on a toujours un peu des petites interrogations sur ça.
Bien sûr. Bah, actuellement, on est sur une plateforme qui s'appelle Discord, que vous connaissez probablement. Donc, concrètement, une personne vient donc sur notre Discord et elle fait ce qu'on appelle une demande de ticket. Dans ce ticket-là, on les salue et en fait, ils expliquent leurs problèmes. Donc, évidemment, il n'y a que nous qui avons accès à cette conversation, donc Paul et moi, les fondateurs du projet. Ils nous expliquent leurs problèmes. Donc, voilà, je suis en dépression, j'ai du mal à m'en sortir, ou j'ai des problèmes scolaires. J'ai des problèmes avec justement voilà, par exemple. cette crise sanitaire. Cette crise sanitaire, voilà. Voilà. Et nous, on prend en compte justement et on classe tous ces problèmes jusqu'au moment où une autre personne nous fait une demande similaire, tout simplement. On voit que les deux personnes ont le même problème ou qu'une autre personne est déjà passée par ce problème, parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui viennent nous dire qu'ils sont simplement là pour aider, en fait. Donc, on a ces personnes-là qui veulent aider, donc on les met en contact dans une discussion privée et anonyme, encore une fois. Une confidentialité à 100%, c'est important. À 100%, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a que nous qui avons accès aux discussions. Et ils échangent des soutiens, des solutions, en espérant aider au mieux les personnes dans le besoin, quoi. Alors, à qui s'adresse finalement ce projet? Est-ce que moi, je peux venir vous contacter ou quelqu'un d'un peu moins jeune peut venir vous voir également? Carrément, bah, on a tout type de personnes, principalement des jeunes, comme les jeunes, on le sait, sont beaucoup plus axés technologiques que les adultes. Mais oui, on a tout type d'âge. Bon, on a quand même un minimum, environ, je dirais 16 ans minimum, quoi. En dessous, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, on a même des adultes qui sont venus échanger. Ça a été court, mais ça a été bref. Ils ont eu leurs informations, celles qu'ils cherchaient, en fonction de leurs problèmes. Donc je dirais que ce projet, en termes d'âge, s'adresse à tout type de personnes, oui. Alors, c'est impressionnant parce que vous avez monté ce projet pendant le deuxième confinement. Hein, il y en a eu tellement, donc il faut bien souligner que c'était pendant le deuxième confinement. Et depuis, c'est quand même entre 100 et 115 membres. C'est quand même un bon début. Et moi, j'ai pu voir certains avis. On va peut-être en voir quelques-uns à l'écran dans quelques instants. Ils ont quand même trouvé pas mal de solutions. Donc finalement, le projet se porte bien et intéresse beaucoup de personnes. Il y avait une vraie demande, un vrai besoin. Au début, c'était qu'une idée. Donc pour tester une idée, on crée quelque chose. Et il s'est avéré que oui, beaucoup de personnes nous ont fait des retours en nous disant bah oui, carrément, il faut le créer, en fait, il y a vraiment un besoin. On a tendance à s'isoler, tout simplement, et comme mon ancien professeur de psychologie le disait, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc dans tous les cas, c'est en nous et c'est comme un petit virus, quoi, qui évolue petit à petit jusqu'à refaire surface, et là c'est trop tard. Donc, alors n'empêche, ça remplace pas totalement une séance chez un psychologue dans un cabinet, cette plateforme. Oui, on est une sorte de complément, une sorte d'ébéquille pour les psychologues qui parfois aussi sont dans des situations difficiles où les patients les appellent alors qu'ils sont en vacances, des patients qui parfois sont difficiles à gérer. Donc nous, on peut être ce complément, que ce soit pour des psychologues, psychothérapeutes, tout ce qui touche à la psychologie, en fait. Comment va évoluer le projet d'ici les prochaines semaines, les prochains mois? Je présume que vous êtes déjà en train de réfléchir à son évolution. L'idéal serait bien évidemment d'avoir une application. Ce serait très ergonomique et on y travaille de toute façon sur une application. Actuellement, on est toujours sur le serveur Discord qui se porte très bien et tout ce qu'on attend, c'est une masse de personnes qui arrivent pour pouvoir connecter le plus de personnes possible. 115, on l'a fait qu'avec nos réseaux sociaux, Paul et moi, mais on attend que du partage et des membres, quoi. Bon, on vous souhaite plein de réussite dans ce beau projet et on salue votre confrère, on peut le dire comme ça, Paul. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais en tout cas on salue Paul qui vous aide dans ce projet. On le rappelle quand même, votre site internet qui s'affiche en bas de cet écran, franceeasylink.wixsite.com. Vous pourrez aller peut-être faire un petit tour et si vous avez quelques soucis, prendre contact avec eux. Que diriez-vous de finir cette émission en musique? Ça vous dit? Un grand plaisir. Allez, on y va. Allez, on enchaîne avec Amélia Zakaria. Alors, tu nous viens de Stirin-Vendel, Amélia. Oui. Ça va? Oui, ça va. Alors, tu es un peu habituée des plateaux, finalement, non? Oui, on va dire ça. On va dire ça. Alors, on a pu te découvrir dans N'oubliez pas les paroles spéciales enfants chez Nagui, sur France 2, le 30 décembre dernier. Tu as 11 ans et la musique, c'est un peu héréditaire chez toi parce que c'est ton papa, finalement, qui t'a envolé vers la musique. On vient de voir justement quelques images de toi et ton papa au piano. C'est papa finalement le coach? Ben oui, parce que c'est grâce à lui qu'en fait que j'aime la musique, parce que il m'apprend en fait à faire du piano. On chante ensemble aussi. Voilà. Une vraie complicité
Fiper finalement, c'est ça. Alors tu as gagné plusieurs concours, le concours Voix d'Or Lorraine, et je disais il y a quelques instants que tu avais participé justement au programme de N'oubliez pas les paroles. Finalement c'est un moment unique, regarde, on voit quelques images à l'écran. Il y a un tas d'enfants finalement comme toi qui auraient voulu participer à un tel programme, non? Oui, il y en avait 2000 qui voulaient faire justement l'émission. Et toi, tu as été sélectionnée pour y participer, une chance inouïe. C'était finalement une aventure. Raconte-nous rapidement en quelques mots comment que ça s'est passé sur le plateau. En fait, déjà c'était extraordinaire, c'était génial. On a fait des petites répétitions sur le plateau pour les collégiales. On nous a très bien accueillis, on nous a coiffés et maquillés. Telle une star finalement, c'est ça. J'étais un petit peu stressée au début, mais dès que l'émission elle a commencé, je me suis juste amusée, c'était génial. Et là, tu n'as plus aucun stress, tu es habituée, c'est ce qu'on disait juste avant de commencer. Alors, tu as des projets dans l'avenir et j'ai cru entendre que tu avais un projet avec une invitation d'une certaine association, Nuit pour 2500 voix. Est-ce que rapidement, tu peux nous l'exposer avant qu'on passe au moment que tout le monde attend, c'est le chant. Vas-y. Oui, alors le 14 février, je participe à un grand live sur les réseaux sociaux pour l'association Une nuit pour 2500 voix. Plusieurs artistes vont représenter des associations et moi je vais en profiter pour faire connaître l'association Les Bouchons de l'Espoir du 57. Et ben voilà, on te souhaite belle réussite dans ce projet et on pourra suivre ça à distance sur la page Facebook de l'association Une nuit pour 2500 voix. Allez Amélia, il nous reste quelques instants, je pense qu'à mon avis on va finir avec sur ton son, sur ta musique, le générique. Qu'est-ce que tu vas nous chanter dans quelques instants? Grâce à vous de Mickaël Pouvin. Bon, on te laisse l'antenne pour toi. Moi, en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite. Et juste avant, c'est Amélia avec Grâce à vous de Mickaël Pouvin. C'est à toi. Je pourrais vivre encore 1000 ans, ça ne serait pas suffisant. Tu sais, pour te dire tout ce que je t'aime, maman. Pourtant j'étais pas facile tout le temps, il t'a fallu du cran. C'est vrai, mais rien n'est trop pour une reine, maman. Ça traversera le temps comme un immortel amour. Merci à vous mes parents, j'aime la vie grâce à vous. J'aime la vie grâce à vous. J'essaye de te suivre dans tes pas, ton courage de soldat. Écoute, sais-tu tout ce que tu m'inspires, papa?